Bonjour, je m'appelle Nassim Chelik, je suis chargé de mission à l'Institut supérieur d'études des religions et de la laïcité. Et en tant que chercheur en anthropologie, je travaille sur les processus d'identification des usagers dans le cadre d'accompagnements sociaux. Depuis plus de 15 ans, nous remarquons que le travail social est sujet à l'émergence accrue du religieux au sein des dispositifs d'accompagnement sociaux. En réalité, les notions de religion et de laïcité, complexes et vacillantes dans l'utilisation qu'en font les travailleurs sociaux et les usagers, mettent en tension l'action sociale et par définition, il s'agit de l'expression du fait religieux dans le cadre, bien entendu, de la relation éducative. Aujourd'hui, nous avons des professionnels, toute identification et tout champ d'intervention confondus, qui s'interrogent sur le sens et la complexité de ces situations. Tout ça parce qu'ils se retrouvent démunis lorsqu'ils font face aux manifestations culturo-religieuses des usagers. Donc ce sont bien entendu des verbalisations, parfois des comportements implicites qui amènent de la rigidité dans l'accompagnement individualisé. Or, comme le définit normalement la nature première de l'action sociale, ce qui caractérise l'action sociale, c'est bien entendu d'être en lien avec des situations difficiles, quelle que soit la forme et le fond de ce qui est présenté par l'usager, autrement dit les revendications identitaires. Alors, nous pouvons observer que bon nombre de professionnels qui tentent de trouver des éléments de réponse ont parfois comme seule alternative l'utilisation du principe de laïcité, parfois pour asseoir une autorité de forme au travers d'un accompagnement individualisé. Cependant, la complexité d'une telle démarche nécessite, bien entendu, de dépersonnaliser la relation afin d'analyser les éléments idéologiques amenés par l'usager, qui parfois se transforment en dogme. À partir de ce moment précis, la relation éducative se durcit, car à ce moment-là, aux yeux de l'usager, un conflit idéologique s'érige, celui qui oppose ses croyances religieuses face à la laïcité. Nous pouvons bien entendu dans un premier temps examiner l'évolution de notre société pour tenter de trouver des éléments de réponse. Effectivement, l'hypersécularisation peut impacter de manière consciente ou inconsciente les travailleurs sociaux dans l'exercice de leurs fonctions. Leur identité professionnelle se nourrit et se construit aussi en continu des éléments de valeur personnelle que chacun porte en soi. Or, la loi du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale, fixe de nouvelles règles relatives aux droits des usagers. Ce qui signifie en clair que ce dernier, l'usager, se situe au centre même de l'accompagnement qui est mis en place et de l'autre côté, de nouvelles obligations pour les établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, en clair, il est demandé aux professionnels de l'action sociale de comprendre ce qui fait sens lorsqu'un usager oppose de la revendication identitaire. C'est bien entendu un moyen de dépersonnaliser la relation, une manière aussi de montrer à l'usager que le professionnel n'est pas un danger potentiel d'une remise en question de ses particularités, en l'occurrence ses croyances religieuses. Pour donner un exemple, je vais tenter effectivement de schématiser une situation où des interactions se mettent en place entre le professionnel et l'usager. On pourrait considérer effectivement qu'il y a deux zones interactionnelles. La première zone, c'est la zone de sûreté, celle où la personne met en place un certain nombre de petits mécanismes de défense, permettant certes de réfuter et de repousser toute communication, ne rentrant pas dans sa logique de pensée. Cette zone, c'est une zone d'alerte qui va permettre ou non à la deuxième phase de communication de s'installer, c'est-à-dire la zone de confiance. La zone de confiance, effectivement, permet à la personne là d'entrer en relation par différentes formes de communication. Elle définit une forme de neutralité dans les jugements de valeur qui pourra éventuellement être considérée par le patient ou l'usager comme dominant. Voilà. Il s'agit purement et simplement que des questions qui tournent autour du concept d'altérité. Il existe une particularité de l'action sociale dans le cadre d'un accompagnement individualisé et collectif. Il s'agit de la prévention spécialisée. Cette dernière se réfère à l'arrêté du 4 juillet 1972 relative aux clubs et services de prévention spécialisés. Cette pratique atypique de l'éducation spécialisée amène de nouvelles perspectives dans la relation éducative qui s'installe entre le professionnel et l'usager. Cette intervention s'articule autour de 4 principes importants qui la caractérisent: la libre adhésion, le non-mandat, la non-institutionnalisation des pratiques et le respect de l'anonymat. L'intérêt de cette pratique est avant tout qu'elle se construit à l'initiative de l'usager. Ce dernier a bien entendu la possibilité, dans les interactions, d'exprimer ses frustrations qui parfois se transforment en radicalité. En d'autres termes, la prévention spécialisée est sujet à grand nombre de rencontres formelles et informelles entre professionnels et usagers que l'on peut définir comme étant des micro-processus d'acculturation, donc de rencontres et d'échanges où la notion d'altérité trouve tout son sens.